Bonsoir à tous. Je m'appelle Julien, et ces histoires vraies que vous allez entendre ce soir vont défier tout ce que vous pensez savoir sur la réalité. Pendant des années, j'ai mené des enquêtes paranormales exclusives, fouillant dans les archives secrètes de la police française, cherchant ces témoignages policiers que personne ne voulait révéler. Ce que j'ai découvert dans ces mystères non résolus va vous glacer le sang. 3 témoignages terrifiants de policiers français authentiques. 3 affaires étranges classées sans suite. 3 mystères français qui hantent encore ceux qui les ont vécus. Ces hommes et femmes de la police française ont accepté de témoigner anonymement, car ces phénomènes inexpliqués qu'ils ont vécus dépassent l'entendement humain. Leur voix tremble encore quand ils racontent ces histoires d'horreur. Leurs mains tremblent quand ils signent ces témoignages choquants. Dans les commissariats de France, certaines affaires étranges ne figurent jamais dans les rapports officiels. Elles circulent en murmures dans les couloirs, se transmettent de brigade en brigade comme ces légendes urbaines du paranormal français. Mais ces témoignages ne sont pas des légendes. Ils sont de l'horreur vraie, documentée et absolument terrifiante. Ce soir, je partage avec vous 3 histoires effrayantes qui vont vous faire questionner tout ce que vous croyez possible. Du nord de la France aux rives de la Loire, en passant par l'Est mystérieux, ces policiers témoins ont été confrontés au surnaturel le plus troublant. Et le pire, ces crimes mystérieux et phénomènes continuent encore aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de cette investigation paranormale, car le dernier témoignage va vous donner des frissons que vous n'oublierez jamais. Et surtout, dites-moi en commentaire de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Votre localisation pourrait être plus importante que vous ne le pensez pour ces mystères de France. Abonnez-vous si vous voulez plus d'enquêtes sur le paranormal français, et activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires de peur. Maintenant, plongeons dans l'horreur réelle. L'affaire des poupées de Lille. Mon nom est Pierre, seulement Pierre. J'ai été enquêteur à la police judiciaire pendant 17 ans, et ce que je vais vous raconter ne figure dans aucun rapport officiel. L'affaire a existé, elle a été enregistrée, mais certaines parties n'ont jamais été couchées sur papier. Pas par erreur, mais parce que personne n'aurait su l'expliquer correctement. Et peut-être que personne ne le voulait. Je ne dirai pas le nom de la ville, ni le quartier, ni les personnes impliquées. Je dirai seulement que cela s'est passé pendant que je travaillais dans la banlieue nord de Lille, dans un commissariat ordinaire. C'était un matin froid de janvier 2019. L'appel est arrivé peu après 8 heures. Corps d'une mineure découvert dans une résidence. Selon la patrouille de la police nationale, l'enfant avait été localisé par un commerçant de la région après qu'un SDF lui ait dit qu'il y avait une petite fille qui dormait les yeux ouverts. Je suis arrivé avec l'équipe d'investigation peu de temps après. La maison était simple, de plain pied, typique des cités ouvrières du Nord, avec un petit portail et des grilles rouillées. De l'extérieur, rien d'anormal. À l'intérieur, tout indiquait que quelqu'un avait squatté les lieux où il vivait clandestinement. La fillette était allongée sur le côté, au sol de ce qui semblait avoir été un salon. Elle devait avoir 8 ou 9 ans. Visage couvert d'hématomes, bras avec des marques de contention, mains enveloppées de chatterton, la bouche partiellement couverte par un tissu. Et à côté du corps, une poupée de chiffon, petite, ancienne, sale, la robe élimée, les cheveux cousus à la main, les yeux en boutons décolorés. Jusqu'ici, rien d'inhabituel. Les enfants victimes de crimes sont parfois trouvés avec des jouets à proximité. Mais cette poupée avait quelque chose d'anormal. C'est l'expert scientifique qui l'a remarqué en premier. « Pierre, regarde ça. Tu vois, le visage de la poupée est mouillé. » Je me suis approché avec la lampe. C'était vrai. La partie sous les yeux de la poupée était humide et le reste du tissu sec. Ça peut être de l'eau, la sueur de la petite, ou notre imagination, ai-je dit. Mais ce n'était pas ça. Le rapport préliminaire de l'expertise, quelques heures plus tard, indiquerait que l'humidité était récente et contenait des résidus de chlorure de sodium, du sel, comme dans les larmes humaines. Et plus troublant encore, la victime était morte depuis au moins 6 heures. Autrement dit, l'humidité était apparue après la mort. La poupée a été récupérée comme pièce à conviction et placée avec les objets personnels de la victime dans la salle des scellés du commissariat. L'affaire était brutale, évidemment. Mort par asphyxie, signe de violence antérieure. Mais c'est la poupée qui est restée dans mon esprit, comme si elle avait tout vu. Le lendemain, quand je suis entré au commissariat, l'agent de la garde de nuit m'a interpellé, dans le couloir. « Pierre, je vais te dire un truc. La salle des scellés a pleuré cette nuit. Tu peux le croire ?
Je l'ai entendu plusieurs fois. Je suis allé voir, il n'y avait personne. Je n'ai rien répondu, mais je savais exactement de quoi il parlait. Pendant que le corps de la fillette était à l'institut médico-légal, nous avons commencé à enquêter sur le peu que nous avions. La description d'un homme qui aurait prévenu le commerçant qu'une petite fille dormait dans la maison. L'information était vague. Un SDF, grand, maigre, apparentant entre 50 et 60 ans. Barbe grisonnante, vêtements sales, aucun nom, aucune identité. Le commerçant a dit qu'il était apparu vers 7 heures du matin, avait montré la maison du doigt et était reparti. Nous avons ratissé tout le secteur, montré des photos de personnes connues des services sociaux pour être sans domicile. Personne ne correspondait. Nous avons demandé dans les églises, les foyers, les squares. Rien. C'était comme si l'homme n'était apparu que pour donner l'alerte et avait disparu juste après. Pendant ce temps, la salle des scellés était devenue le centre des conversations au commissariat. Le premier à en parler avait été le gardien de nuit, mais ensuite d'autres ont commencé à rapporter la même chose. Des gens sérieux, expérimentés, certains avec plus de 20 ans de maison. Je suis arrivé tôt ce matin. Il faisait encore nuit. J'ouvrais l'aile quand j'ai entendu. C'était des petits pleurs, comme un enfant en bas âge, a dit un agent. J'ai cru que c'était une victime. Je suis allé voir, j'ai ouvert la salle. Il n'y avait rien, juste les objets de la nouvelle affaire. La poupée était sur une étagère, tournée vers le mur. Tout le monde en parlait, mais personne ne voulait écrire ça dans un rapport. Ils ne se parlaient qu'entre eux. Et même comme ça, à voix basse. Je suis allé voir une nuit, seul. L'éclairage de la salle des scellés était froid, blanc, stérile, tout très silencieux. Les armoires fermées à clé, les étagères numérotées, tout comme il se doit. Mais quand je me suis approché de la section de l'affaire 112, l'air là-bas semblait plus dense. Je ne sais pas expliquer. Il n'y avait ni son ni mouvement, mais quelque chose dérangeait. La poupée était sur la table métallique, enveloppée dans du plastique transparent, avec l'étiquette d'identification collée sur le sac. Je l'ai fixée quelques secondes, je le jure, pendant un instant, j'ai cru qu'elle était tournée dans une position différente de celle où nous l'avions laissée la veille. Mais je ne pouvais pas l'affirmer et personne n'y avait touché sans l'enregistrer. Je suis retourné au cœur de l'enquête. Nous devions donner un nom à la victime et découvrir qui était l'homme qui avait indiqué l'endroit. L'IML estimait entre 8 et 9 ans. La dentition suggérait une bonne alimentation, sans signe de négligence, mais aucun signalement de disparition ne correspondait dans les 6 derniers mois. C'était comme si personne ne s'était aperçu qu'elle avait disparu. J'ai demandé de l'aide au réseau régional d'identification. L'expertise travaillait sur le croisement avec les données scolaires et les anciens dossiers des foyers. Pendant ce temps, le temps passé et les histoires du commissariat ne faisaient qu'augmenter. « Tu as vu ce qui s'est passé hier ?» m'a dit un collègue du greffe dans un murmure. « Quoi ?» La caméra de la salle des scellés s'est bloquée à 3 heures du matin. Image figée pendant 2 minutes. Quand ça a repris, la poupée n'était plus sur la table. Et où était-elle? Par terre, debout, appuyée contre la porte. Je suis allé vérifier les images. Effectivement, l'enregistrement avait des défaillances, mais aucun mouvement n'était enregistré, juste le changement soudain de position de l'objet. C'était impossible. Et pourtant, c'était arrivé. À partir de là, plus personne ne voulait entrer seul dans cette salle, et l'affaire, qui était déjà étrange, a commencé à empirer. 15 jours après la découverte du corps de la fillette, que nous avions appelée Amélie, l'affaire était encore loin d'une quelconque réponse. Aucune identification officielle, aucun proche, aucune piste réelle sur l'agresseur, juste une vieille poupée et des récits de pleurs que personne n'arrivait à prouver. Le lundi matin 5 août, le téléphone du commissariat a sonné tôt. Je n'étais même pas encore assis quand le plantoniste est entré dans mon bureau, le visage fermé. Ils ont trouvé une autre fillette, Pierre. Morte. J'ai avalé ma salive. Même secteur. Non, zone nord, près d'une friche industrielle, entre l'avenue et la voie ferrée abandonnée. C'est un technicien d'EDF qui l'a trouvée. Nous avons pris la voiture et nous y sommes allés directement. Quand nous sommes arrivés, le lieu était déjà isolé par la police nationale. L'expertise technique commençait les travaux. Le corps de la fillette était sur un chemin de terre battue, partiellement recouvert par des branches sèches et des morceaux de gravat. Elle avait environ 9 ans, morte depuis quelques heures. Et à côté d'elle, une autre poupée identique. Même expression de chiffon, même robe élimée, même couture mal faite dans les cheveux, sale.
mouillé dans la région des yeux. L'expert m'a regardé sans dire un mot. Pas besoin. Pierre, a dit un policier en uniforme. Le technicien qui a trouvé le corps n'a rien vu. C'est un type bizarre qui l'a prévenu, un SDF, grand, maigre, barbe grisonnante. Il lui a dit de vérifier dans les buissons. Il a dit, il y a quelqu'un qui dort là-bas, va voir point. Quelqu'un a suivi cet homme. Il a disparu juste après. Personne ne l'a vu partir. La description était identique au premier cas. Même profil, même type d'apparition. Et encore une fois, personne ne savait qui c'était. Aucun nom, aucun document, juste une voix qui prévenait et disparaissait ensuite. Nous sommes retournés au commissariat avec une sensation étouffante dans la poitrine. Je n'étais pas homme à croire facilement aux coïncidences. 2 enfants, même tranche d'âge, assassinés à quelques semaines d'intervalle, toutes les 2 avec une poupée ancienne mouillée à côté, et toujours découverte après une apparition mystérieuse. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un schéma. J'ai demandé l'urgence pour les analyses ADN et empreintes du nouveau corps. J'ai informé le commissaire régional qui a aussi commencé à soupçonner un possible lien entre les crimes. C'était le 2e féminicide infantile en moins d'1 mois, avec des éléments ritualistes ou symboliques qui sortaient du schéma habituel. Le même jour, vers 22 heures, j'ai reçu un message d'un collègue qui faisait la garde interne. « Pierre, il faut qu'on parle de la poupée, celle de l'affaire 112. Elle n'est plus dans la salle des scellés, personne ne l'a sortie officiellement. Et tu sais quoi encore? Celle de la nouvelle affaire n'est pas non plus à l'expertise, elle a disparu aussi. Les 2 poupées avaient disparu, sans enregistrement de sortie. Après la 2e victime et la disparition des 2 poupées, le commissariat est entré dans un type de silence que je n'avais jamais vu auparavant. Personne ne voulait parler du sujet. Pas ouvertement. Les collègues qui commentaient les pleurs dans la salle des scellés ont arrêté d'aborder le sujet. Ceux qui avaient analysé les images avec des défaillances à 3 heures ont commencé à dire qu'il n'y avait rien d'anormal. C'était comme si l'affaire avait été engloutie par un brouillard collectif d'oubli forcé. Officiellement, l'enquête a été maintenue avec la division des homicides qui a ouvert une enquête pour déterminer un possible lien entre les 2 assassinats. Mais sans suspect, sans témoin, sans identification des victimes et sans trace des poupées, l'affaire est vite entrée dans cette catégorie qu'on évite de nommer en suspens. Nous avons passé des semaines à essayer de découvrir qui était l'homme qui avait alerté les 2 citoyens sur les corps. Aucun foyer, centre social ou registre de l'État ne pointait quelqu'un avec les caractéristiques mentionnées. Aucune caméra des alentours n'a capturé son image. Personne ne le connaissait. C'était comme s'il n'existait que dans les minutes qui précédaient la découverte des victimes. La presse a parlé des affaires, bien sûr, mais sans les détails les plus délicats. Poupée disparue, caméra avec des défaillances à la même heure. Ça, personne ne l'a divulgué. Et c'était peut-être mieux ainsi. J'ai continué à être impliqué autant que possible. J'ai cherché de vieux dossiers, regardé des archives de crimes similaires, demandé de l'aide informelle à des collègues d'autres régions. Rien. Même les données génétiques des victimes ne correspondaient à personne enregistrée dans la Banque nationale des personnes disparues. Aucune famille, aucune origine, aucun destin, juste les 2 fillettes et les poupées. Un jour, je suis entré dans les archives mortes du commissariat et j'ai cherché le dossier de l'affaire 112. Il était là, mais incomplet. Il manquait des pages. Et sur l'étiquette de l'enveloppe, où était écrit avant affaire 112, mineur non identifié. Quelqu'un avait gribouillé par-dessus, d'une écriture ferme, noire, épaisse, transférée vers autre service, sans dire lequel, sans tampon. Personne au commissariat n'a assumé ça, ne voulait l'assumer, ni s'en préoccuper. La vérité, ils voulaient oublier. La plupart ont préféré laisser l'enquête officielle s'occuper du reste. Et moi aussi, je me suis éloigné, pas par peur, mais parce que j'ai compris une chose. Cette affaire n'a jamais été une question de logique, ni de justice. C'était quelque chose qui ne veut pas être compris. La maison de Strasbourg. Mon nom est Alexandre Dubois, j'ai 42 ans, je suis brigadier-chef de la police nationale, affecté au commissariat de Strasbourg-Cronenbourg. J'ai vu de tout temps presque 20 ans de service. Mais ce qui s'est passé cette nuit de septembre 2021 me fait encore me réveiller en sueur froide. Et le pire, plus personne ne veut en parler. C'était une nuit froide, avec le brouillard qui couvrait les rues comme un voile. Moi et le gardien de la paix Leclerc, nous étions en patrouille dans le secteur de la Méno, un quartier de classe moyenne tranquille,
où il ne se passait rarement rien d'autre que du tapage nocturne. Mais cette nuit-là, l'appel radio a été différent. Unité 47, nous avons une plainte pour cris venant d'une maison inhabitée depuis des années. Des voisins signalent des cris féminins venant de l'intérieur. Adresse confirmée, apparemment immeuble abandonné. Leclerc et moi nous sommes regardés. C'était étrange, mais nous y sommes allés. Quand nous sommes arrivés, nous avons remarqué des lumières allumées dans les maisons autour, des rideaux tirés discrètement. Le type de mouvement qui n'arrive que quand il y a quelque chose qui ne va pas. La maison indiquée était une maison alsacienne ancienne, avec des murs bas, une façade fissurée et de hautes herbes envahissant le jardin. Elle était visiblement abandonnée. Nous sommes descendus du véhicule avec les lampes allumées. La porte d'entrée était fermée à clé, mais le bois pourri n'a pas résisté à notre poussée. Le grincement a résonné dans la maison comme un avertissement. À l'intérieur, l'air était lourd, étouffant, ça sentait le moisi, la poussière et quelque chose d'autre. Une odeur sucrée et pourrie, comme de la viande oubliée. Nous avons traversé le salon et la cuisine, tous deux vides, remplis de meubles anciens couverts de draps sales. « Tu entends ça ?» a chuchoté Leclerc. Avant que je puisse répondre, un cri a éclaté à l'étage, fort, aigu, féminin et complètement désespéré. Mais le son ne semblait pas venir d'une pièce. Il venait des murs. Nous avons couru à l'étage. Nous avons trouvé une chambre avec la porte entr'ouverte. J'ai pointé la lampe et dès que la lumière a éclairé les murs, un frisson m'a remonté l'échine. Des marques d'ongles, des griffures, des dizaines, profondes, chaotiques, comme si quelqu'un avait essayé de creuser les murs avec ses propres mains. Ce n'était pas seulement sur un mur, c'était dans toute la pièce. 4 murs marqués par un désespoir pur. Dans le coin, un matelas pourri, un seau et une chaîne rouillée fixés au sol. Leclerc tremblait. C'est de la séquestration. Mais depuis quand? Avant que je réponde, le cri est revenu, plus fort. La maison a semblé vibrer. L'ampoule du plafond a clignoté comme si elle allait exploser. Nous avons couru jusqu'au couloir. Personne. Silence absolu, juste le son de notre respiration haletante. Leclerc a chuchoté, presque sans voix. Il y a quelqu'un ici avec nous. Nous sommes descendus de l'étage en silence, essayant de digérer ce que nous venions de voir dans cette chambre. Je regardais le sol, cherchant des empreintes, des marques, n'importe quel signe que quelqu'un de vivant était passé par là récemment. Mais la poussière accumulée disait autre chose. Personne ne passait par là depuis longtemps. Pourtant, les cris, ces maudits cris. Leclerc ne disait rien, il regardait juste autour de lui, nerveux, la lampe oscillant. Je savais qu'il voulait sortir de là, et moi aussi, mais quelque chose me poussait à continuer. Ça ne pouvait pas être laissé de côté comme un bruit bizarre. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, et c'était grave. Vérifie les portes du fond, ai-je demandé. Je regarde le reste ici dans la cuisine. La cuisine semblait figée dans le temps. Assiette cassée encore dans l'évier, un torchon pendu qui se délitait tant il était vieux. Au sol, je remarquais quelque chose d'étrange. Une partie du carrelage était fissurée, mais seulement en ligne, comme si quelque chose de lourd avait été traîné de là jusqu'à l'autre pièce. J'ai suivi cette ligne jusqu'à la buanderie, où j'ai trouvé un bac à laver ancien en béton, couvert de poussière. À côté, un placard encastré, fermé avec un cadenas neuf. Contrairement au reste de la maison, le cadenas était propre, sans rouille, et le bois autour avait des signes d'utilisation récente. Leclerc, viens voir ça. Il s'est approché, braquant la lampe sur le placard. Ce cadenas n'est pas rouillé comme le reste. Il est neuf. J'ai sorti le portable, pris une photo et prévenu qu'il nous faudrait une expertise sur place. En attendant, nous avons décidé de forcer le placard avec l'aide d'un levier improvisé que nous avons trouvé dehors, entre les gravats du jardin. Avec un claquement sec, la serrure a cédé. Nous avons ouvert lentement. À l'intérieur, l'obscurité, mais en dirigeant nos lampes, nous avons vu l'espace caché. Un compartiment en maçonnerie adapté, avec du bois tapissant les côtés et aucune ventilation. Au sol, une couverture ancienne, une assiette métallique et une bouteille d'eau à moitié pleine. Mais ce qui m'a figé, c'est le mur du fond. Dessus, quelqu'un avait écrit avec le bout des doigts ou un objet coupant la même phrase répétée des dizaines de fois. « Je suis encore là. Je suis encore là. Je suis encore là. » Leclerc a fait un pas en arrière, avalant sa salive. « Brigadier chef, c'est de la séquestration récente, pas du vieux. » J'ai acquiescé. L'odeur, l'état des objets, l'eau encore humide. Quelqu'un avait été là dans les derniers jours.
Nous sommes retournés à l'entrée de la maison et avons commencé à isoler le lieu avec du ruban et à enregistrer ce que nous avions trouvé. Après que nous ayons trouvé le compartiment caché et vu cette phrase répétée sur le mur, « Je suis encore là », j'ai compris que ce n'était pas seulement une affaire bizarre, c'était un crime mal résolu, ou pire, un crime en cours. J'ai alerté la centrale immédiatement. La voix de l'opérateur a changé de ton. En moins de 20 minutes, 2 véhicules de renfort et l'équipe de police technique sont arrivés. La rue a été isolée et les voisins ont commencé à sortir discrètement par les fenêtres en chuchotant. Pendant que les experts photographiaient le lieu, récupéraient des échantillons de la couverture et de l'intérieur du placard caché, je suis resté à observer la maison de l'extérieur. Il y avait quelque chose dans cette construction qui dérangeait. Ce n'était pas seulement l'apparence d'abandon, c'était la sensation qu'elle cachait une histoire que personne ne voulait se rappeler. L'équipe de criminalistique a pris presque 2 heures pour les premiers relevés. Ils ont confirmé ce que nous soupçonnions déjà. Il y avait des signes de présence récente à l'intérieur de cet espace. La bouteille d'eau avait encore du liquide propre. L'assiette de métal avait une croûte fine, récente. Les griffures sur le mur contenaient aussi des fragments d'ongles. Quand tout a été dûment enregistré et l'immeuble scellé avec des rubans d'isolement, nous avons été libérés. Ce n'est qu'alors que Leclerc et moi sommes retournés au commissariat. Sur le chemin, le silence dans le véhicule était dense. Leclerc semblait absent, regardant fixement le pare-brise, mais avec le visage tendu. Je conduisais, mais mon esprit tournait autour de cette phrase écrite sur le crépi du placard. « Je suis encore là ». Ce n'était pas une phrase en l'air, c'était une demande, un avertissement, une signature. Après que l'expertise ait terminé le travail et que la maison ait été scellée, nous sommes retournés au commissariat. Leclerc ne disait rien depuis que nous avions quitté la rue. Quand nous sommes descendus du véhicule, il m'a regardé et a dit « Brigadier chef, avec tout le respect que je vous dois, ne me remettez plus là-dessus. Il y a des trucs là-bas qui ne me descendent pas. » J'ai acquiescé. Je n'allais pas forcer. Je savais que ce que nous avions vu là-bas n'était pas normal. Le lendemain matin, je suis retourné au bureau du renseignement, même en dehors de mon service. Je n'arrivais pas à enlever cette image de ma tête, le compartiment caché, la couverture sale, l'assiette métallique et les mots sur le mur. Je suis encore là. J'ai ouvert le système de cadastre immobilier de la région. L'adresse de la maison était au nom d'une société écran, une entreprise de construction avec le siret radié depuis 2009. Aucun représentant légal n'était enregistré dans le système. Aucun mouvement, aucun téléphone. Ça ressemblait à une coquille vide. J'ai cherché l'historique des interventions liées à cette adresse. Rien de récent. Mais en 2008, une intervention pour suspicion de maltraitance était apparue. Il y avait une dénonciation anonyme. Des voisins signalaient des cris, situation similaire. L'intervention était enregistrée comme réalisée, mais sans flagrant délit et avec classement immédiat. Le nom d'un des policiers qui était intervenu à l'époque apparaissait dans le registre, brigadier chef Moreau, déjà retraité. J'ai obtenu son contact par un collègue de l'association des anciens et j'ai appelé. Ici le brigadier chef Dubois du commissariat de Cronenbourg. Excusez-moi de vous appeler comme ça, mais j'enquête sur une intervention ancienne et votre nom apparaît dans le registre. De l'autre côté, la voix est venue ferme, mais chargée. De quelle affaire parlons-nous? Dubois. 2008, maison dans le quartier de la Méno, dénonciation de cris féminins. La résidence est une maison alsacienne ancienne, façade blanche, 2 étages. Silence pendant quelques secondes. Je me souviens, oui. J'y suis allé avec 2 gardiens. Les voisins disaient entendre des cris, mais ne voyaient jamais personne sortir de la maison. Nous avons frappé, personne n'a répondu. Nous sommes revenus quelques jours plus tard avec le mandat. La maison était propre, vidée. On aurait dit qu'elle n'avait jamais été habitée. La plainte a fini classée comme erreur. Vous avez trouvé quelque chose de suspect. La chambre du haut était bizarre, vide, mais avec des marques sur le mur. Des marques vraiment, comme si quelqu'un avait griffé ça avec force. Mais il n'y avait pas de preuves, ni signe d'occupation. Et je vais vous dire, plus personne n'a voulu s'en mêler. Manque d'intérêt ou excès de peur, allez savoir. J'ai raccroché avec la sensation que ce que nous avions trouvé maintenant était la suite de quelque chose qui avait commencé des années plus tôt et qui avait été oublié exprès. Je suis retourné aux archives physiques du commissariat. Le système numérique n'avait pas grand-chose, alors j'ai fouillé les cartons anciens au dépôt. Après 1 heure,
j'ai trouvé un dossier beige froissé avec 3 pages volantes agrafées. Le rapport de l'intervention de 2008. Ce qui m'a donné la chair de poule, c'est le nom du plaignant enregistré sur l'affiche. François Keller, le même nom que l'ancien propriétaire de la maison avant que la société de construction ne reprenne l'acte de propriété. Le détail, François était décédé en 2006, c'est-à-dire que quelqu'un avait utilisé le nom d'un homme mort pour enregistrer une plainte 2 ans après sa mort. Pourquoi? Soit quelqu'un avait utilisé le nom exprès pour détourner l'attention, soit le système avait été manipulé. Aucune des options n'était bonne et aucune n'expliquait vraiment qui avait écrit sur ce mur qu'il était encore là. Avec le nom de l'ancien propriétaire décédé figurant comme plaignant 2 ans après sa mort, j'ai eu la certitude qu'il y avait quelque chose qui était caché dans cette histoire. Et ce n'était pas d'hier. J'ai transmis tout ce que j'avais découvert au commissariat du secteur. Formellement, l'affaire est devenue un possible cas de séquestration survenu à une date incertaine, avec des vestiges matériels et des indices d'omission d'enquête dans le passé. La semaine suivante, l'expertise a finalisé le rapport préliminaire. Des fragments de peau humaine, des cheveux et des résidus organiques ont été trouvés sur les murs du compartiment caché. La couverture avait des taches qui, après test rapide, se sont confirmées être du sang humain. Le matériel a été envoyé pour analyse génétique. J'ai demandé informellement que les profils ADN soient croisés avec la banque des personnes disparues de la région. Une mesure qui donne rarement des résultats, mais dans cette affaire, ça semblait notre seule chance d'identifier la possible victime. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'enquêtrice de la SRPJ. Brigadier chef Dubois, nous avons une correspondance partielle avec la Banque nationale. Une jeune femme disparue en 2012, ici même à Strasbourg. Elle s'appelait Camille. Disparue à 19 ans. Le matériel génétique de la mère correspond à un des échantillons de la couverture. J'ai demandé le dossier complet. Camille habitait à moins de 3 km de la maison. Étudiant universitaire, sans implication criminelle, aucun historique de fugue. Il avait disparu en rentrant des cours le soir. L'enquête de l'époque avait été classée faute d'indices. Vous avez pensé à enquêter sur la maison où nous étions? Ai-je demandé. L'enquêtrice a fait une pause avant de répondre. Il apparaît qu'il y a eu des recherches dans le secteur, mais non. Cette maison n'a jamais été incluse. Il n'y avait pas de lien direct entre elle et la victime. Aucune dénonciation la concernant. Sauf que maintenant, il y en avait une. Et pire, il y avait l'ADN de Camille dans le compartiment où quelqu'un avait clairement été maintenu contre sa volonté. Nous avons demandé une nouvelle perquisition dans l'immeuble avec autorisation judiciaire. Dans cette deuxième inspection plus détaillée, l'expertise a trouvé 2 boîtes métalliques cachées sous le plancher de la chambre du 2e étage, celle qui avait les griffures. À l'intérieur, il y avait des photos, des billets et des objets personnels de personnes différentes. Des lettres aux écritures tremblantes, certaines avec des phrases coupées, comme si elles étaient écrites sous pression. Aucune identification directe, mais assez d'indices pour suspecter que Camille n'avait pas été le seul. Au total, des références indirectes à au moins 5 personnes ont été trouvées. Aucune d'elles ne figurait dans les anciens registres de l'immeuble. La maison a été scellée, l'enquête ouverte et le parquet a commencé à traiter l'affaire comme une possible action d'un séquestrateur en série avec participation de tiers ou couverture indirecte de ceux qui auraient dû enquêter. J'ai demandé ma mutation, pas par peur, mais parce qu'après cette maison, plus rien ne me semblait normal. Leclerc a quitté la police nationale, il a dit qu'il avait des problèmes pour dormir et des crises de panique. Il n'a pas été le seul. Et la maison? Elle est restée vide encore un moment. Puis elle est apparue avec un nouveau panneau. À vendre, traité directement avec le propriétaire. Sauf que personne n'a réussi à confirmer qui est le propriétaire actuel. Et chaque fois que quelqu'un passe par là, il dit que la maison semble observée. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Il y a des affaires qui entrent avec vous et restent. Parfois je rêve de cette maison. Pas des cris, mais du silence après eux. Le type de silence qui porte des choses cachées. Vous savez? Je continue à penser à cette phrase. Je suis encore là. Ce n'était pas seulement du désespoir, c'était de l'insistance, de la survie. Et au fond, je pense que quelqu'un voulait qu'on aille là-bas cette nuit-là. Parce que si personne n'avait entendu les cris, si les voisins avaient ignoré, si Leclerc et moi avions fermé les yeux, tout aurait continué à être couvert. Mais les cris sont venus forts, clairs, et n'ont cessé qu'après qu'on soit entré. C'était comme si cette maison voulait être découverte, comme si quelqu'un là-dedans avait attendu trop longtemps pour être remarqué.
Je ne sais pas expliquer et je ne veux pas. La vérité, c'est que tout n'a pas besoin d'explication. Mais aujourd'hui, quand je passe près d'endroits abandonnés ou quand j'entends quelqu'un dire que c'est de l'imagination, j'écoute plus attentivement, parce que quelqu'un a crié une fois et on l'a entendu. Et c'était peut-être ça, la dernière demande de cette voix, ne pas être oublié à nouveau. La créature de la Loire. Mon nom n'a pas d'importance et je ne devrais peut-être même pas raconter ça, mais ça fait longtemps. Et tous ceux qui patrouillaient là-bas à cette époque sont partis, ont demandé leur mutation ou ont quitté le service. C'est arrivé quand je travaillais dans la police de nuit à Orléans, dans le Loiret. C'était une patrouille de routine, rien de spécial. Juste une autre nuit froide de novembre, vers 2h30, quand la centrale a passé un appel inhabituel. Patrouille 23, nous avons 3 appels anonymes signalant des cris venant de la zone des bords de Loire. Rivet, point proche du chemin de service. Étrange. Les bords de Loire étaient isolés, zone d'accès difficile, utilisée seulement par les pêcheurs dans la journée. La nuit, c'était sombre, silencieux, complètement vide. J'étais avec le gardien Martineau, partenaire expérimenté, sceptique jusqu'à la moelle. On rigolait de ces histoires de crimes mystérieux jusqu'à ce moment-là. Nous avons pris la voiture et suivi la route de terre jusqu'à l'entrée latérale, où commençait le sentier utilisé par les agents de la mairie. Le chemin était étroit, de la boue par endroits. Nous avons garé le véhicule et continué à pied. La première chose que nous avons remarquée, c'était le silence absolu. Pas de grillons, pas de grenouilles, rien. Juste le son de nos pas sur la végétation humide. Nous avons avancé d'environ 300 mètres jusqu'au tronçon ouvert de la berge. La lumière de la lampe dansait sur le reflet de l'eau et nous avons vu. Quelque chose d'énorme était passé par là. Des marques profondes dans la boue comme des empreintes, mais avec 4 griffes bien définies, espacées comme si c'était les doigts d'une main démesurée. Elles étaient profondes, larges et disparaissaient au bord de l'eau. Plus loin, nous avons vu ce qui ressemblait à un tas de vêtements jetés au sol. Quand nous nous sommes approchés, nous avons réalisé que c'était un corps, ou une partie d'un corps. Le tronc était là, partiellement recouvert de boue et d'herbe, avec des signes clairs de lacération, des coupures profondes, des dents, de la chair arrachée, mais sans sang répandu, comme s'il avait été transporté jusque-là puis abandonné. Martineau s'est accroupi avec précaution, a sorti la lampe et a examiné. Il n'y a pas de visage, ni d'empreinte. Ça va être difficile de savoir qui c'était. C'était un animal, ai-je demandé. Si c'en était un, ce n'est aucun que je connaisse. À ce moment-là, l'eau de la Loire a fait un bruit différent. Quelque chose a bougé. Nous nous sommes retournés en même temps, lampe pointée. Et moi, je jure, j'ai vu 2 yeux jaunes brillants, qui nous fixaient depuis la surface de l'eau. Je ne sais pas décrire. C'était bas, enfoncé jusqu'à la poitrine, mais on pouvait voir que ce n'était pas humain. La peau semblait mouillée, grisâtre, le regard était fixe, sans cligner. Il m'a vu. Martineau a crié. « Retourne à la voiture maintenant !» Nous avons couru. Je n'ai pas regardé en arrière, et cette nuit-là, j'ai appris qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour être comprises. L'expertise est arrivée vers 4 heures. Le jour commençait déjà à poindre et l'endroit était encore plongé dans un silence inconfortable. Même le vent ne bougeait pas les feuilles. Mais avant ça, avant l'expertise, avant le renfort, avant le ruban d'isolement, il y a eu ce moment où Martineau et moi avons couru jusqu'au véhicule après avoir vu ça. Nous n'avons pas échangé un mot pendant le trajet de retour. Juste une respiration lourde, la lampe qui tremblait et la sensation qu'on nous observait tout le temps. Quand nous sommes arrivés à la voiture, nous avons verrouillé les portières, allumé les phares en direction du sentier et nous sommes restés là, dans le véhicule, attendant que l'expertise arrive, en silence. Aucun de nous n'a voulu faire demi-tour et confirmer ce qu'il avait vu. Nous espérions juste que la lumière du jour arrive avant n'importe quoi d'autre. L'expert en chef, un type expérimenté, m'a regardé quand il a vu le corps. Il n'a rien dit immédiatement. Il s'est juste accroupi, a ouvert sa mallette et a commencé à travailler. Martineau ne lâchait pas la lampe, même avec le soleil qui se levait presque. Pendant qu'il récupérait des échantillons de peau, de tissu et de boue, je suis resté à regarder l'eau, silencieux, essayant d'accepter ce que j'avais vu, ce que nous avions vu. Martineau et moi, nous n'avons pas parlé du sujet pendant le reste du service, et jamais en dehors de ça. Le rapport est arrivé 2 jours plus tard, marque de griffe avec espacement incompatible avec des animaux connus de la faune française.
Dentition inconnue, lacération en points multiples avec des coupures irrégulières. ADN du corps partiel sans correspondance dans la Banque nationale. Fragments organiques sous les ongles de la victime avec composition protéique non reconnue dans les espèces cataloguées. Ni la victime, ni le possible agresseur ne correspondaient à quoi que ce soit de connu. Nous avons essayé d'enquêter sur l'identité de la victime. Sans visage, sans empreinte, sans vêtements identifiables, aucun signalement de disparition. C'était comme si la personne avait été effacée du monde avant même de mourir. La Loire, qui était déjà peu fréquentée la nuit, est devenue territoire interdit. Les policiers eux-mêmes ont commencé à éviter les rondes par là. Quelques habitants de fermes et maisons de campagne proches ont commencé à raconter de vieilles histoires qu'avant personne ne prenait au sérieux. Mon grand-père disait que là-bas, c'était un endroit de vieilles choses, des choses de l'eau, des choses qui n'aiment pas être vues. Il y a eu des pêcheurs qui ont disparu là-bas. On ne les a jamais retrouvés. Il y a eu des chiens qui sont allés nager et ne sont pas revenus. Personne ne voulait l'écrire noir sur blanc, mais tout le monde savait. Avec le temps, Martineau a demandé sa mutation. Nous n'avons plus jamais abordé le sujet. Je suis resté encore 1 an en activité, mais j'ai évité toute intervention près de la Loire. C'était mon choix. Aujourd'hui, quand on me demande pourquoi j'ai quitté les forces de l'ordre, je dis juste que c'était par usure. Mais la vérité, c'est que cette nuit-là, j'ai vu quelque chose qui n'était pas de ce monde et il m'a vu aussi. Parfois la nuit, je rêve de ses yeux dorés sortant de l'eau. Pas avec violence, mais avec certitude. Comme s'il disait, « Maintenant tu sais que j'existe. » Et ça suffit, parce que le pire n'était pas de voir. C'était de savoir que ça existe encore là-bas. Voilà les 3 témoignages que j'ai recueillis. 3 policiers français, 3 histoires qui défient la logique. Ces hommes ont accepté de témoigner parce qu'ils savent que le silence n'efface pas la vérité. Pierre, Alexandre et notre témoin anonyme d'Orléans portent encore les marques de ces rencontres avec l'inexpliqué. Leurs carrières ont été marquées, leurs nuits hantées, mais ils ont trouvé le courage de parler. Maintenant, c'est à vous de me dire, croyez-vous à ces témoignages? Avez-vous vécu des expériences similaires? Et surtout, dites-moi en commentaire de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Votre géolocalisation pourrait révéler des patterns que nous ne soupçonnons pas encore. Ces phénomènes paranormaux semblent se concentrer dans certaines régions de France. Vos témoignages pourraient m'aider à établir une carte des zones à risque. Alors n'hésitez pas, ville et pays dans les commentaires. Si cette enquête sur le paranormal français vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines investigations. J'ai encore d'autres dossiers secrets de la police française à partager avec vous. Et vous, force de l'ordre qui me regardez, si vous avez vécu des expériences similaires, contactez-moi en privé. Votre anonymat sera préservé, mais vos témoignages pourraient aider d'autres collègues à comprendre qu'ils ne sont pas faux. La réalité est bien plus étrange que ce qu'on nous enseigne. Ces 3 affaires le prouvent. À bientôt pour de nouvelles révélations sur les mystères de France.